Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une figure politique française assez particulière, François Bayrou. Sa nomination à Matignon, là, en décembre 2024, c'était quand même une sacrée surprise, non? Ah oui, complètement. Surtout dans ce contexte de crise politique aiguë, avec le gouvernement Barnier renversé, une assemblée toujours sans majorité claire, c'est un retour spectaculaire, c'est sûr. Oui, un homme qu'on voit dans le paysage depuis des décennies, on a l'impression de le connaître, et pourtant, il reste assez complexe, je trouve. C'est exactement ça. Cette familiarité, en fait, elle masque une vraie complexité. Et c'est pour ça qu'on va essayer de démêler un peu tout ça aujourd'hui, en s'appuyant sur sa page Wikipédia, qui est très très riche en détails sur son parcours. Voilà. L'idée, c'est pas de juger, pas de dire c'est bien, c'est mal, mais plutôt de décrypter, comprendre comment il s'est construit depuis ses débuts en Béarn jusqu'à Matignon aujourd'hui. Tout à fait. Comprendre les étapes clés, ses idées, ses stratégies, pour mieux saisir son rôle actuel, surtout dans cette crise où il a été appelé. Finalement, comprendre Bayrou, c'est aussi comprendre une certaine histoire du centrisme en France, avec ses réussites et ses difficultés. Alors, on commence par le début. Ses racines, son ancrage. Oui, l'ancrage béarnais. Il est né en 1951 à Bordères, Pyrénées-Atlantiques. Et ça, c'est important. Famille d'agriculteurs, modeste. C'est vraiment constitutif de son identité. Il parle béarnais d'ailleurs. Ah oui, Et la politique, ça flottait déjà un peu dans l'ère familiale. Son père, Calixte, il était maire, c'est ça? exactement. Maire du village et même candidat du MRP, le mouvement républicain populaire, l'ancêtre de la démocratie chrétienne au cantonal. Sans succès d'ailleurs. Ah. Et il y a cette anecdote que Bayrou raconte parfois, le MRP aurait un peu lâché son père à l'époque. Et des décennies plus tard, c'est le fils qui préside l'UDF, héritière de ce courant. Il a dit un truc comme si papa avait su ». Amusant, oui. Bon, au-delà de cet ancrage politique et terrien, il y a aussi le parcours intellectuel. Plutôt brillant, non? Ah oui, très solide. Ça coexiste avec l'identité bernaise. Il a eu un bégaiement enfant qu'il aurait surmonté grâce au théâtre. Ah, intéressant, ça montre peut-être déjà une certaine volonté, une ténacité. Et après, c'est le cursus classique. Bac lettres, Hippocagne, Cagne à Bordeaux, une maîtrise sur Charles Péguy, qui reste une de ses grandes références intellectuelles. Toujours Peggy, oui. Et puis l'agrégation lettres classiques, en 74. Un bagage impressionnant. Mais il y a eu aussi des coups durs personnels. Son père qui meurt accidentellement juste avant l'agrégation. Oui, un drame. Et paradoxalement, ça va renforcer son lien à la ferme familiale. Il va aider sa mère pendant 10 ans, tout en commençant à enseigner. Ah, il a fait les deux en parallèle. Oui, oui. C'est cette dualité, je crois, qui est assez clé pour le comprendre. L'intellectuel agrégé et l'homme de la terre. Et puis il y a la foi catholique, assumée, pratiquante, et une famille nombreuse, 6 enfants. D'accord. Alors, de ces racines, comment il passe à l'action politique, concrètement? Très vite, en fait. L'année de son agrégation, 74, il adhère au Centre démocrate de Jean Le Cagneux, figure du centrisme de l'époque. Le Cagné, oui, puis au CDS, le Centre des démocrates sociaux. Au début, il est plutôt dans l'ombre. Inscribe de Le Cagné, puis Plume de Pierre Méhachenéry à l'agriculture. Il passe aussi au cabinet d'Alain Poher au Sénat. Il apprend les ficelles de l'intérieur, quoi. Et les premiers mandats, ça vient vite. Conseiller général en 82, député en 86. Et il se fait remarquer assez tôt. En 89, il fait partie des rénovateurs. Ah oui, il est rénovateur. Avec Séguin, Noir, Barnier aussi, je crois. Exactement. Une bande de jeunes élus de droite et du centre qui bousculent un peu les poids lourds de l'époque, Chirac, Giscard. Ils veulent du changement. Intéressant. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore sur la ligne centre-indépendant, si. C'est du centre. Pas vraiment pour une troisième force autonome. Ça va venir plus tard. Son idée va évoluer. Le grand public, il le découvre vraiment quand il est ministre de l'Éducation, entre 93 et 97. Sous Balladur, puis Juppé. Un poste exposé. Très exposé, oui. Il laisse sa marque, Les bacs S, ES, L, c'est lui. Ça a duré un bail quand même, Les langues vivantes au primaire aussi. Oui, des réformes importantes. Mais il y a aussi eu une grosse polémique. Ah oui, la loi Fallou, son projet de permettre aux collectivités de financer plus les investissements des écoles privées sous contrat. Et là, mobilisation massive des laïcs, janvier 94. Des centaines de milliers de personnes dans la rue, c'était énorme. Et du coup, le projet est retiré. Ça l'a visiblement marqué pour la suite. On dit que ça a changé sa façon de faire après. Oui, après cet épisode jugé un peu brutal, sa méthode devient beaucoup plus prudente, basée sur la concertation, à tel point que certains lui ont reproché L'immobilisme.
le fameux gouverner avec le sondoscope en bandoulière. Voilà, c'est la phrase de Roger Farrou. Un reproche qu'il a un peu suivi, parfois. Pendant qu'il est ministre, il continue de grimper dans l'appareil centriste, j'imagine, hein. Tout à fait. Président du CDS en 94, puis il crée Force démocrate en 95, en fusionnant le CDS et un petit parti. Et l'étape vraiment décisive, c'est la présidence de l'UDF en 98. Juste après le départ des libéraux d'Alain Madelin, C'était quoi le clash? la question clé, c'était l'attitude face au Front National. Madelin était pour des accords locaux, Bayrou y était totalement opposé. Une ligne rouge absolue pour lui. C'est ce qui clarifie la position de l'UDF, plus au centre et plus autonome. Et cette affirmation d'indépendance, elle atteint son sommet en 2002, c'est ça? Après la réélection de Chirac. Oui, c'est le grand moment de rupture. Chirac et Juppé créent l'UMP pour rassembler toute la droite et le centre. Et Bayrou dit non. Il refuse de dissoudre l'UDF là-dedans. Même si ça veut dire perdre beaucoup de monde. Exactement. Beaucoup de cadres, d'élus UDF partent à l'UMP. C'est un pari très audacieux de sa part. Il choisit l'indépendance. Qu'est-ce qui motive ce choix au fond? C'est purement idéologique ou il y a déjà l'ambition présidentielle derrière? C'est sûrement un mélange. Idéologiquement, il refuse cet alignement sur une droite qu'il trouve trop éloignée de ses valeurs centristes, humanistes. Et stratégiquement, bah oui, garder une UDF indépendante, ça lui offre un espace pour jouer sa propre carte. C'est là que naît vraiment l'idée du Bayrou troisième homme. Et logiquement, ça le mène au présidentiel, 3 fois candidat. La première, c'était en 2002. Oui, 2002. L'UDF est affaibli, il fait 6,8%, quatrième. Et cette campagne, elle est marquée aussi par l'incident de la gifle à Strasbourg, Ah oui, c'est vrai. un ado qui essayait de lui faire les poches. Voilà. Un geste qu'il a qualifié de paternel, mais qui a fait beaucoup parler sur son tempérament, jugé parfois un peu sanguin. Ensuite, 2007. Et là, c'est une autre dimension. Il explose, médiatiquement et électoralement. Ah oui, 2007, c'est le moment clé. Il fait un score énorme, 18,6%, troisième. Il y a une vraie dynamique autour de lui. Les gens en ont marre du duel Sarkozy-Royal. Ils cherchent autre chose. Les sondages le donnaient même au second tour à un moment. Exactement, il attire des soutiens assez divers comme Corinne Lepage, Azouz Bega, mais ça ne passe pas finalement. Pourquoi ça n'a pas suffi? Qu'est-ce qui a manqué? Plusieurs choses. L'usure des partis classiques jouait pour lui, son image de probité aussi, mais il a subi des attaques très fortes, y compris venant du centre, comme Giscard ou Veil, qui lui reprochaient de diviser. Et puis l'électorat centriste, c'est compliqué, c'est volatile. Et sa position entre les deux tours? Oui, son refus de choisir entre Sarkozy et Royal, son vote blanc, le débat un peu surréaliste avec Royal, ça a dérouté une partie de son électorat. Il n'a pas réussi à transformer l'essai. Dans la foulée de 2007, il crée un nouveau parti sur les cendres de l'UDF. Le MoDem, Mouvement démocrate. L'idée, c'est un parti vraiment indépendant, ni majorité, ni opposition. Une position très difficile à tenir en France. Et les débuts sont laborieux pour le MoDem. Très laborieux. Beaucoup d'anciens de l'UDF partent créer le nouveau centre, avec Hervé Morin, qui lui s'allie à Sarkozy. Aux législatives de 2007, le MoDem a très peu de députés, même pas de quoi faire un groupe. Et Bayrou est critiqué en interne pour sa gestion, jugée trop perso. On avance à 2012. Troisième tentative présidentielle. Score plus bas cette fois, oui, 9,1%. Cinquième. Mais ce qui marque cette campagne, c'est surtout sa position pour le second tour. Il annonce qu'il votera pour François Hollande. Contre Sarkozy. Ça a fait beaucoup jaser. Comment on l'analyse ce choix? C'est cohérent avec sa logique du vote utile contre celui qu'il désigne comme l'adversaire principal. À ce moment-là, c'est Sarkozy, dont il critique beaucoup le style et la politique, mais ça lui coûte cher auprès de l'électorat de centre-droit. Ça brouille encore son image. Certains disent que c'est cohérent, d'autres que c'est de la rancune. Difficile à dire. Après 2012, il perd même son siège de député. On le voit alors se reconcentrer sur Pau, sa ville. Oui, il avait échoué à la mairie en 2008, mais il la gagne en 2014. Avec le soutien de l'UMP local d'ailleurs. Comme quoi, les alliances... Ça varie. Il est réélu en 2020. Il prend aussi la présidence de l'Agglo. C'est un retour aux sources qui lui redonne une base. Au niveau national, il y a bien eu une tentative avec Borloo et l'UDI, l'alternative en 2013, mais ça n'a pas marché. Et on arrive à 2017. Nouveau coup de poker. Ah oui, il avait soutenu Juppé à la primaire de droite. Fillon gagne, mais il est plombé par les affaires. Bayrou, plutôt que d'y aller une quatrième fois, fait une alliance surprise avec Emmanuel Macron. Surprise, oui.
queue au Eltis. Parce que quelques mois avant, il avait été très dur avec Macron, le candidat des forces de l'argent. Qu'est-ce qui a changé? L'opportunité sans doute. Il voit une chance de faire passer ses idées fétiches. Il pose ses conditions, hein. La loi de moralisation, ça c'est son grand truc, et la proportionnelle. Et Macron accepte. Oui, cet accord est décisif pour Macron, ça élargit sa base vers le centre. Bayrou est récompensé, ministre d'État, garde des Sceaux. Le retour au gouvernement. Mais ça dure pas longtemps. Un mois à peine, juin 2017, démission. L'affaire des assistants parlementaires du MoDem éclate. Soupçon d'emploi fictif payé par l'Europe pour travailler pour le parti en France. L'enquête démarre, et lui et d'autres ministres MoDem doivent partir. Gros coup dur. Après ça, il reste allié à Macron, mais à distance. Oui. En 2020, Macron le nomme haut-commissaire au plan, un poste bénévole. Son influence réelle a fait débat, certains rapports parlementaires étaient critiques, mais ça lui permet de rester dans le jeu, de produire des notes sur la dette, le nucléaire, et de garder une certaine liberté de parole. Et il s'en est servi de cette liberté, parfois même au sein de la majorité. Oui, on l'a entendu critiquer par exemple le gouvernement Attal début 2024, jugé trop à droite, ou la loi immigration fin 2023. Il cultive un peu cette posture de sage, d'aiguillon, peut-être aussi pour préparer la suite. On lui prêtait toujours des vues sur 2027. Malgré l'âge, les affaires. Oui. Et on en arrive donc à décembre 2024, la nomination à Matignon, que personne ou presque n'avait vu venir. Le contexte est terrible. Crise politique totale, oui. Pas de majorité après les législatives, Barnier censuré. Sa nomination, ça n'a pas été simple non plus apparemment. Non, selon la presse, il y a eu de grosses tensions avec Macron. Bayrou aurait même menacé de tout plaquer si ces conditions n'étaient pas acceptées. Finalement, il est nommé à la tête d'un gouvernement minoritaire, EPR-LR. Et les débuts sont compliqués, euphémisme. C'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, la polémique sur le cumul Matignon-Mairie de Pau. Lui, qui avait tant critiqué le cumul. Oui, ça a fait tiquer. Sa popularité s'effondre direct. Des records d'impopularité pour un Premier ministre entrant selon les sondages. Et puis arrive l'affaire dite de Bétarame. C'est quoi exactement cette affaire? En gros, des accusations selon lesquelles il aurait été au courant, voire aurait couvert des violences dans un établissement privé quand il était ministre de l'Éducation dans les années 90. C'est basé sur des témoignages d'anciens élèves, un rapport d'inspection. Lui, il nie tout en bloc, il parle de calomnie, une commission d'enquête parlementaire a été lancée. Politiquement, comment il gère? Sans majorité absolue. C'est mission impossible. Il utilise les outils qu'il a, le 49.3, pour faire passer les budgets 2025 2 fois. Ça provoque des motions de censure, mais elles ne passent pas. Il essaie aussi le dialogue sur les retraites, par exemple, avec son conclave début 2025. Où il avait laissé entendre qu'on pourrait revenir sur les 64 ans. Oui, il avait ouvert la porte, mais en mars 2025, il la referme. Retour aux 62 ans, impossible. Fini le compromis espéré par certains, notamment à gauche. En même temps, il ressort son vieux projet. La proportionnelle, son serpent de mer. Voilà. Mais là aussi, ça coince. Même dans sa majorité, les Républicains, Horizon d'Édouard Philippe, ils sont très réticents. Mais il insiste. Il parle de projet de loi, peut-être même de référendum. Et sur le plan économique, la situation est tendue. Il annonce des mesures chocs. Oui, été 2025. Face à la dette, plan d'économie massif. 44 milliards. Pour marquer le coup, il parle de supprimer 2 jours fériés. Et il gèle des investissements pour la transition écologique. Ah oui, ça a dû faire hurler les écolos. Et une partie de la gauche, oui. C'est dans ce climat hyper tendu qu'il annonce qu'il va demander la confiance à l'Assemblée le 8 septembre 2025. Un sacré pari. Pour bien comprendre le personnage, rappelons ses grandes lignes idéologiques, ce qui reste constant chez lui. Il y a cette base démocrate chrétienne, mais toujours avec une défense très forte de la laïcité. Parti du centre droit, il a vraiment théorisé et incarné cette troisième voie indépendante. Économiquement, son obsession, c'est la dette, d'où le plan d'austérité actuel. Il a longtemps défendu la retraite par points aussi. Et les institutions? C'est un thème majeur pour lui. Toujours. Il rêve d'une vième république plus parlementaire. La proportionnelle, on en a parlé, c'est le truc. Le cumul des mandats, par contre, sa position a changé. Avant, il était contre, maintenant, il défend l'idée que ça reconnecte les élus au terrain. C'est intéressant comme évolution. Et sur les sujets de société, catholique assumé. Il était contre le mariage pour tous en 2013, il préférait une union civile. Mais il a eu des positions plus ouvertes sur la PMA pour les couples de femmes, la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Récemment, il était contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, il trouvait ça pas utile. Et il avait critiqué la loi immigration de 2023. Ah, et il critique souvent la concentration des médias.
Et pour être complet, il faut mentionner les affaires judiciaires. Oui, l'affaire des assistants parlementaires MoDem. Oui, Lui, relaxé en première instance en février 2024, faute de preuves suffisantes. Mais le parquet a fait appel. Le MoDem, le parti, a été condamné à une amende. Donc c'est pas fini. d'accord. Ensuite, Betaram, on en a parlé avec la commission d'enquête parlementaire, et puis plus loin, la gifle de 2002. Ah, et il écrit beaucoup aussi, notamment une bio d'Henri IV, son modèle de réconciliateur. Et maintenant, il a sa chaîne YouTube pour parler directement. Quel parcours, quand même. Une longévité politique incroyable. Cette quête permanente du centre, souvent seul, parfois proche du pouvoir, mais jamais tout en haut. Avant, maintenant. Les présidentielles ratées, et ce retour final à Matignon dans des conditions extrêmes. C'est vraiment ça, toute la complexité du personnage. L'agrégé de lettres et l'éleveur de chevaux béarnais. Le catho et le laïc. Le réformateur de l'éducation et celui qu'on a accusé d'immobilisme. Le chantre de la moralisation rattrapé par les affaires. Il incarne un peu toutes les contradictions, les difficultés du centrisme à la française, pris en étau entre des blocs de plus en plus durs. C'est vrai. Et toute cette exploration, ça nous laisse avec une question, peut-être, pour finir. Oui, une question qui dépasse un peu sa personne. Finalement, avec ce parcours, ses échecs présidentiels comme troisième homme et sa nomination actuelle dans une situation de blocage, qu'est-ce que ça nous dit de la capacité réelle de ce centre politique à gouverner, à transformer le pays durablement ? Est-ce que sa présence à Matignon aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une expérience nécessaire en temps de crise, ou est-ce que c'est plutôt le signe d'un système politique à court d'idées neuves qui se rabat sur des figures connues, même contestées ? C'est une vaste question, oui.